Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de l'élimination des violences à l'égard de la femme, l'Institut national de la femme lance ce lundi 25 novembre une campagne de 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre. Placée sous le thème « Riposter et se reconstruire après les violences », cette initiative vise à promouvoir les droits des femmes et des filles, à sensibiliser sur les mécanismes de protection et de dénonciation et aussi à encourager la tolérance zéro envers les VBG. La riposte fait référence à l'ensemble des actions entreprises pour répondre rapidement et efficacement aux actes de violence, qu'ils soient physiques, psychologiques, économiques ou sexuels. Cela inclut une série de mesures visant à protéger les victimes, punir les auteurs et prévenir de futures violences. Quant à la reconstruction, elle peut être définie comme un processus holistique et multidimensionnel visant à aider les survivantes à se rétablir pleinement, tant sur le plan individuel que communautaire. Elle implique des interventions à plusieurs niveaux pour restaurer leur dignité, leur autonomie et leur bien-être. Parmi les axes de la reconstruction, il y a la réhabilitation individuelle, la santé physique et mentale, l'accompagnement psychosocial, la réintégration économique, l'aide financière. Au Bénin comme ailleurs, ce phénomène des VBG touche malheureusement des milliers de femmes chaque année, les exposant à des conséquences profondes et destructrices, affectant leur santé physique et mentale, leurs droits fondamentaux et leur vie sociale. À l'occasion de cette cérémonie, les partenaires techniques et financiers réaffirment leur engagement et soutien sans faille pour l'atteinte des objectifs escomptés dans le cadre de cette lutte qui perdure. Nous encourageons donc le gouvernement qui, face à cette situation, a pris de nombreuses mesures pour accélérer les poursuites contre les auteurs de ces crimes, de ces violences et augmenter le nombre d'activités de protection et de prévention. Mais malgré le dispositif institutionnel et juridique mis en place, les cas de violence persistent. Et il faut que tous les acteurs conjuguent leurs efforts pour lutter efficacement contre ce fléau. Je voudrais terminer mon propos au nom des partenaires techniques et financiers en réaffirmant notre volonté de continuer l'appui conjoint du groupe Genre et Protection sociale à cette noble cause. Pour l'Organisation des Nations Unies, l'épidémie de violence contre les femmes et les filles est une honte pour l'humanité. Les chiffres en disent mieux. En moyenne, chaque jour, 140 femmes et filles sont tuées par un membre de leur propre famille. Plus de 370 millions de filles et de femmes en vie aujourd'hui, soit 1 sur 8, subit un viol ou une agression sexuelle avant l'âge de 18 ans. Au Bénin, les défis sont tout aussi pressants. Entre 2019 et 2023, 29% des femmes âgées de 15 à 49 ans, soit 4 sur 10, ont été victimes de violences conjugales. 27% ont été victimes de violences physiques. Selon les statistiques de 2019 à 2023 du système intégré de données relatives à la famille, la femme et l'enfant nouvelle génération, 29 309 filles et adolescentes ont été victimes de grossesse ou de mariage précoce, des chiffres qui révèlent des injustices insupportables. Pour rappel, l'INF a conçu dans le cadre de cette campagne 2024 une série de 7 activités pour amplifier ses efforts et mobiliser l'ensemble de la société civile ainsi que tous les acteurs intervenant dans la prévention et la lutte contre les VBG. Je voudrais tout simplement dire en fait que notre budget exercice 2025 a connu une augmentation de 22,41%. Donc nous sommes passés de 165 milliards à 203 milliards. Pourquoi faire? Pour renforcer l'existant, pour renforcer notre outil de production énergétique. Donc, ça veut dire des centrales qui seront construites, que ce soit des centrales solaires, thermiques. Nous allons en construire davantage pour affirmer en fait notre autonomie énergétique. C'est pourquoi le gouvernement a décidé donc de renforcer le ministère dans ce sens. Et mieux encore, tout ce qui est réseau de transport. La partie méridionale a été sérieusement impactée à hauteur de 70%. Les 30% qui restent vont être exécutés également en 2025. Le centre et le nord vont également être renforcés en matière de transport de l'énergie électrique, ce qui fera donc que l'énergie qui entre dans le réseau sera beaucoup plus stable. Ça veut dire qu'on va délivrer donc l'énergie de qualité donc à nos compatriotes. Mieux, en ce qui concerne donc la distribution, nous allons mettre donc un doigt d'honneur là-dessus pour que nos compatriotes puissent avoir plus
accès donc, à ce service essentiel aujourd'hui pour le développement et même pour la vie courante, que ce soit les réseaux solaires, le réseau qu'on appelle les centrales solaires ou les centrales thermiques, viendront donc renforcer notre outil de production, viendront donc renforcer notre autonomie en matière de production. Il faut maintenant distribuer ce que nous avons, que ce soit les industriels, les particuliers ou l'administration. Tout le monde devrait pouvoir noter de façon significative un changement en 2025. C'est l'axe prioritaire donc de ce changement et de cette augmentation du budget que je viens donc de vous délivrer. En dehors de ça, dans le domaine de l'eau, nous allons poursuivre avec tout ce qui se fait aujourd'hui en milieu rural, la construction donc de nos systèmes d'alimentation en eau potable multivillage que nous appelons CEP-MV, qui se fait aujourd'hui à l'intérieur du pays, que nous allons également renforcer à travers donc les arrondissements qui n'ont pas encore été impactés. En 2025, les travaux pourront démarrer. Pour ce qui concerne le milieu urbain, la plupart de nos communes qui n'ont pas encore été impactées au niveau des centres-villes vont être également impactées donc, pour l'année 2025. En dehors de ça, il faut que nous intensifions sérieusement donc, la recherche en matière donc, de ressources minières dont notre pays dispose, que ce soit l'or, que ce soit le cobalt, que ce soit le lithium, le nickel. Nous allons accentuer donc les recherches. On nous a doté des fonds pour pouvoir donc accentuer mieux que l'année dernière ce que nous faisons jusqu'ici, afin que dans les meilleurs délais possibles, 2025 ou 2026, nous puissions démarrer l'exploitation donc de ces ressources-là pour venir renforcer donc le tissu de mobilisation donc des ressources pour notre pays. Ce qui est déjà clair, c'est que l'or a déjà coulé par le passé. C'est ça que le Bénin oublie. L'or a coulé jusqu'en 1998, l'année à laquelle le gouvernement avait décidé donc d'arrêter parce que ne voyait pas clair. Cette fois-ci, nous sommes dotés d'un national juridique clair et net pour n'importe quel investisseur s'intéressant donc au pétrole béninois. Donc là, les premiers qui sont arrivés, il y a un qui a été retenu sur le bloc 1, qui avait déjà fait, qui avait été objet d'exploitation jusqu'en 1998. C'est sur ça, en fait, que les travaux vont démarrer en 2025 et normalement, 8 mois, 2028, nous avions un 10e mois au plus tard, on commence la production. C'est ce qui est prévu dans le calendrier que nous avons donc validé avec l'opérateur. Mieux, c'est que les autres blocs qui ne sont pas encore sous contrat vont l'être en 2025. Voilà le travail que nous faisons pour qu'eux aussi puissent travailler 1 an, 2 ans, 3 ans et venir renforcer donc l'exploitation qui serait déjà en cours, même si la quantité ne sera pas astronomique. L'essentiel est de démarrer pour pouvoir attirer donc d'autres investisseurs, prouver donc que ce qu'on a retrouvé au Ghana, ce qu'on a retrouvé en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en Mauritanie et au Nigeria, c'est également au Bénin. Voilà en fait le message que nous voulons transmettre donc, aux opérateurs donc, du secteur pétrolier. Le ministère de la Justice et de la Législation a été accueilli aujourd'hui devant la commission budgétaire pour présentation du budget exercice 2025. Ce budget 2025 est en augmentation d'environ 1%, passant de 37 milliards 213 millions à 37 milliards 655 millions 664 000 francs CFA. Cette augmentation est sensible, mais elle est aujourd'hui la résultante d'efforts qui ont été précédemment faits et tient compte d'un ensemble de changements, de paradigmes, d'économie d'échelle, de réorganisation interne, de projection vers la digitalisation et la numérisation qui permettent effectivement d'améliorer le service public de la justice. Les innovations, c'est d'abord faire en sorte que le service public de la justice soit en mesure de satisfaire entièrement les besoins de nos populations en général. C'est faire en sorte que lorsqu'une décision est demandée, elle soit rendue et soit donnée à temps. Faire en sorte que lorsque on vient demander un service à la justice, ce service soit donné en temps et en heure. Faire en sorte que les délais soient respectés. Donc ça veut dire des ressources en termes de personnel, donc du recrutement qui est en cours, qu'on a lancé il y a quelques semaines. Ces personnels, notamment du personnel greffier, viendront compléter les ressources existantes pour pouvoir permettre un meilleur fonctionnement du service public. Il y a également des équipements à acquérir en termes d'équipements de travail, en termes de services informatiques pour pouvoir mieux rendre le service à l'usager. Il y a enfin tout ce qui est à construire en termes d'infrastructures, que ce soit des infrastructures judiciaires, que des infrastructures pénitentiaires, pour permettre à ce que le service public tourne régulièrement. Pour rendre une audience, pour faire des audiences, il faut à la fois du personnel judiciaire, mais il faut également des salles, des infrastructures pour pouvoir accueillir, pour pouvoir multiplier les audiences, pour pouvoir prendre le volume. Et donc, toutes ces paramètres ont été pris en compte aujourd'hui pour pouvoir mieux rendre le service public demain. Les députés ont sensiblement demandé la poursuite de l'effort qui est en cours, l'amélioration de la qualité du service public,
que ce soit en termes de délai, que ce soit en termes de qualité de décision. Ils ont également demandé à ce que sur des aspects liés à la détention, on ait un meilleur contrôle. Et donc, nous avons exposé les différentes politiques, les différents programmes qui sont mis en place pour pouvoir atteindre ces objectifs. Le Nigeria adopte le gaz naturel comprimé pour ses véhicules. Ils sont adaptés pour fonctionner au gaz naturel comprimé, promettant des économies significatives pour les conducteurs. Cependant, des défis subsistent, notamment le nombre limité de stations de ravitaillement qui entraînent des temps d'attente prolongés. En tant que transporteur, vous savez, le temps c'est de l'argent. Lorsque j'utilisais du carburant, je me rendais à la station-service juste pour acheter du carburant et repartir. Mais maintenant que j'utilise du gaz naturel comprimé, je passe plus de temps à la station-service pour acheter du gaz, car il y a peu de points de ravitaillement disponibles. Des préoccupations concernant la sécurité des cylindres de gaz naturel comprimé sont également exprimées. Beaucoup de gens craignent que le cylindre n'explose. Mais cette peur est normale, car les gens sont habitués à ce que les cylindres explosent dans certains endroits. Cette conversion au gaz naturel comprimé permet de réduire les subventions gouvernementales en économisant 3 500 à 4 500 $ par véhicule et par an. La conversion des véhicules de l'essence ou du diesel au gaz est cruciale pour l'économie. Elle est absolument essentielle parce que jusqu'à présent, le gouvernement subventionnait les véhicules à essence et nous estimons qu'en moyenne, environ 6 ou 7 millions de naira sont dépensés par véhicule et par an. Cela se traduit par une somme colossale et c'est de l'argent que le gouvernement n'a pas à continuer de dépenser parce que dans l'état actuel des choses, le gouvernement empruntait pour effectuer ce paiement. Ce n'est tout simplement pas durable. La transition vers le gaz naturel comprimé représente une étape cruciale pour le Nigeria. Tout en réduisant les subventions gouvernementales, elle favorise un environnement plus propre. La Namibie pourrait élire sa première femme présidente lors des élections de mercredi 27 novembre. Au moins 1,4 million de personnes, soit environ la moitié de la population, se sont inscrites sur les listes électorales, avec 15 partis politiques en lice pour la présidence et les sièges à l'Assemblée nationale. Parmi les candidats en lice, la vice-présidente du pays, Netumbo Nandi-Ndaitwah, et son parti, la South-West Africa People's Organization, ont été annoncés en tête par les résultats anticipés révélés par la commission électorale de Namibie. Âgée de 72 ans, elle a promis de créer davantage d'emplois et de s'attaquer au taux de chômage de 20% chez les jeunes. Son parti devra faire face à la concurrence des Patriotes indépendants pour le changement, dirigés par Pendulani Itula, et le parti Affirmative Repositioning de Job Amupanda. Des manifestants anti-féminicides dispersés par la police à Nairobi. Dans la capitale kenyane, la police a dispersé une marche pacifique commémorant la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes en utilisant des gaz lacrymogènes. Les manifestants, qui scandaient des slogans tels que « la vie des femmes compte », ont dénoncé l'inaction du gouvernement face au féminicide. La police est celle qui tue les femmes. C'est pourquoi elle ne veut pas que nous protestions contre leur meurtre. Ils sont censés nous protéger, mais ce sont eux qui propagent la violence contre nous. Nous voulons donc des comptes. Les manifestants ont critiqué le président William Ruto pour son manque d'action face au féminicide. Ils ont exigé des mesures concrètes et des arrestations pour mettre fin à ces violences. Combien de femmes doivent encore mourir pour que ce gouvernement agisse ? Nous sommes ici pour dire au gouvernement qu'aujourd'hui nous lançons les 16 jours d'activisme. Ruto ne peut pas simplement dire qu'il y a des féminicides. Il a un rôle supplémentaire. Il devrait nous dire combien de personnes ont été arrêtées cette année pour féminicide. Combien? Ils ne peuvent pas venir se plaindre comme nous. Pourquoi sont-ils au gouvernement? Selon les agences de police kenyanes, 97 cas de féminicide ont été signalés dans diverses régions du pays au cours des 3 derniers mois.
Le ministre somalien des Affaires étrangères, Ahmed Moualem Fikri, a indiqué qu'au moins 24 personnes ont perdu la vie après le naufrage de 2 bateaux au large de Madagascar. 46 passagers ont été secourus, la majorité étant somaliens. Ces tragédies interviennent dans un contexte d'augmentation des migrations irrégulières en provenance des pays de la Corne de l'Afrique, alors que de nombreuses personnes fuient les conflits et les sécheresses qui frappent la région. Le gouvernement de Madagascar a indiqué qu'un premier bateau transportait 38 personnes, 15 d'entre elles ayant été confirmées mortes. Un second bateau comptait 32 passagers, parmi lesquels 9 sont décédés. Au total, 24 personnes ont tragiquement perdu la vie, tandis que 46 ont été secourus. Une délégation dirigée par l'ambassadeur de Somalie en Éthiopie doit se rendre à Madagascar pour enquêter sur l'incident et coordonner les efforts visant à aider les survivants. Ces 2 derniers jours, le gouvernement somalien, notamment via son ambassade à Addis Abeba, a intensifié ses efforts pour garantir la sécurité et le bien-être des survivants. Leur rapatriement à Mogadiscio est prévu dans les jours à venir. Le chef de la diplomatie somalienne a également évoqué un autre rapport faisant état de jeunes Somaliens échoués sur les côtes marocaines, sans donner plus de détails. En 2023, au moins 51 100 femmes ont été victimes de violences de genre ayant conduit à leur assassinat, souvent commis par un partenaire ou un membre de leur famille. En clair, une femme a été tuée toutes les 10 minutes selon les données révélées par 2 agences des Nations Unies. Nous mettons en lumière la lutte contre la violence faite aux femmes. Notre colère s'exprime pour plusieurs raisons. La première est que malgré la présence d'une femme présidente dans le pays, celle-ci agit en accord avec le patriarcat. Elle reste indifférente à la violence de genre et aux autres enjeux qui touchent les femmes. Selon ce rapport publié le 25 novembre, où le monde observe la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, c'est en Afrique que le nombre de meurtres commis par des partenaires ou des membres de la famille a été le plus élevé en 2023, avec 21 700 victimes. Nous sommes nombreux aujourd'hui à nous rassembler pour dire un non clair et ferme au patriarcat et pour réaffirmer l'importance de la culture du consentement. Tout ce qui n'est pas un oui explicite dans une relation est un viol. Il est crucial de rappeler cette vérité, non seulement aujourd'hui, mais chaque jour de l'année, car le patriarcat ne se combat pas uniquement lors des manifestations. Malgré les efforts déployés pour prévenir ces violences, les meurtres de femmes et de filles demeurent à des niveaux alarmants, selon l'ONU. Joseph Borrell en visite à Beyrouth pour apaiser les tensions régionales. Le chef de la diplomatie européenne a rencontré dimanche le Premier ministre libanais par intérim, Najib Mikati, à Beyrouth. Cette visite s'inscrit dans une tournée au Moyen-Orient, axée sur les crises au Liban et dans la bande de Gaza. À Beyrouth, il a aussi prévu des discussions avec le président du Parlement, Nabi Berri, impliqué dans les négociations pour un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah. Également dans son agenda, les rencontres avec le chef de l'armée libanaise et des responsables des Nations Unies pour discuter de l'escalade des violences. La situation au Liban est critique. Une frappe israélienne H-Mustar dans la région de Baalbek a tué 17 personnes. Depuis septembre, les attaques israéliennes ont causé plus de 3500 morts. Après avoir perdu la coupe l'année dernière face à Al Ahly en finale de la Ligue des champions de la CAF, l'Espérance de Tunis cherchera sans doute face au Djoliba AC ce mardi de repartir sur de bonnes bases et s'imposer comme un prétendant sérieux au titre.
Je pense que tous les joueurs sont prêts pour le match. En revanche, je crois que les médias n'ont pas bien compris ce que j'ai dit avant le dernier match. Ce que j'ai voulu dire, c'est que je n'avais pas tous les joueurs disponibles. Beaucoup étaient avec leur équipe nationale et je n'ai pas eu assez de temps pour préparer l'équipe avec tout le monde ensemble. De son côté, le Djoliba AC, champion du Mali, reste invaincu depuis mai dernier, toutes compétitions confondues. À ce niveau de la compétition, il faut être très prêt, il faut avoir sur le plan physique, ça c'est sûr. Ensuite, il faut s'adapter aux évolutions tactiques de l'adversaire aussi, ça c'est une certitude, parce que le football de haut niveau, ça demande de tout. Donc, non seulement il faut être tactique, mais aussi il faut être physique, et maintenant savoir s'adapter toujours à l'évolution du jeu. Ce sera la première fois que les deux équipes se rencontrent en compétition. Les autres équipes du groupe D sont Pyramide d'Égypte et Sagrada Esperança d'Angola. Lundi, les ministres des Affaires étrangères du G7 se sont réunis à Rome pour discuter des solutions possibles aux multiples conflits qui secouent le monde, du Moyen-Orient à Gaza en passant par l'Ukraine. Selon le diplomate italien Antonio Tajani, des signes encourageants commencent à se dessiner. Les ministres de plusieurs pays arabes ont également participé à cette rencontre. Nous sommes peut-être à l'aube d'un cessez-le-feu au Liban. Croisons les doigts et espérons que cela se concrétise sans revirement de dernière minute. La situation reste plus délicate à Gaza, mais l'objectif commun est clair, œuvrer ensemble pour atteindre une paix durable. Alors que les ministres du G7 se réunissaient en Italie, l'ambassadeur d'Israël aux États-Unis, Mike Herzog, a déclaré lundi à la radio de l'armée qu'un accord de cessez-le-feu entre son pays et le Hezbollah pourrait être finalisé dans les jours à venir.